9 milliards de dollars et le Sahel respire enfin. Dans l'Alliance AES, 14 millions d'acres annoncés comme irrigués et 2,6 millions d'emplois projetés promettent de réduire de 40% la facture d'importation en 5 ans. Mais si ces chiffres sortent des rapports pour revenir aux agriculteurs, que devient le levier des prêteurs quand Ibrahim Traoré dit vouloir finir de importer la faim? C'est là que le pacte du riz cesse d'être un contrat et commence à ressembler à une rupture d'ordre, du papier vers la terre, dans les capitales comme dans les villages. Cette histoire ne parle pas seulement d'agriculture, ni même d'un accord économique inhabituel entre l'Afrique et l'Asie. Elle promet d'expliquer comment d'un projet présenté comme technique peut déplacer des rapports de force anciens, longtemps tenus pour immuables. En suivant le pacte du riz, le spectateur comprend pourquoi ce qui se joue touche à la dignité, à la dette et à la capacité d'un État à choisir ses priorités sans tutelle extérieure. L'enjeu est clair et immédiat. Montrer comment la souveraineté alimentaire devient un outil politique mesurable en hectares, en rendement et en décisions budgétaires concrètes. Mais le risque est tout aussi réel. Si la production locale remplace les importations financées par l'emprunt, les mécanismes de crédit, d'influence et de conditionnalité peuvent vaciller. Cette séquence promet donc une chose précise: relier des chiffres agricoles à des conséquences géopolitiques tangibles et expliquer pourquoi ce basculement, s'il réussit, ne restera pas cantonné aux rizières du Sahel. En moins d'un an, les premières boîtes fermes pilotes ont annoncé des rendements jusqu'à 70% supérieurs aux projections initiales, un chiffre qui a surpris même les techniciens impliqués. Cette performance, obtenue sur des parcelles test avant toute montée en charge, a suffi à déplacer le débat de la faisabilité vers les conséquences. Si ces résultats se confirment à grande échelle, le pacte du riz cesse d'être une expérience et devient un signal structurel. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au contexte qui précède l'accord. Pendant des décennies, les pays du Sahel ont importé une grande partie de leur riz, financé par des prêts assortis de conditions budgétaires strictes. Chaque cargaison arrivait avec un calendrier de remboursement. Chaque aide alimentaire s'inscrivait dans une logique de dépendance. Le pacte signé avec l'Inde et le Vietnam rompt ce schéma en combinant technologies d'irrigation, semences améliorées et contrôle local des terres et des infrastructures. Ibrahim Traoré a résumé cette rupture lors de la cérémonie de signature par une formule simple mais lourde de sens: finir d'importer la faim déguisée en aide. Derrière la phrase, il y a une stratégie lisible. En transformant des lignes de crédit en investissements productifs, l'Alliance AES cherche à déplacer la source de valeur des institutions financières vers les agriculteurs et les coopératives. Ce choix intervient dans un contexte régional tendu, marqué par des sanctions, des retraits d'aide et une méfiance persistante des marchés. Il explique pourquoi certains acteurs internationaux ont immédiatement perçu le projet comme une menace pour les cadres de coopération existants. Pourtant, sur le terrain, la lecture est différente. Les chiffres, longtemps abstraits dans les rapports, prennent corps dans des champs irrigués, des emplois annoncés et des récoltes visibles. C'est ici que se ferme la première question ouverte au début. Si le Sahel peut produire pour se nourrir, qui perd réellement lorsque la dépendance recule? Sur le terrain, le pacte ne se lit pas d'abord à travers des communiqués, mais à travers des trajectoires individuelles qui servent de boussole. À Bobo Dioulasso, un agriculteur explique être passé de 4 à 7 sacs récoltés par saison, sans changer de surface cultivée. Ce gain, modeste en apparence, modifie immédiatement les choix d'une famille: rester, investir, scolariser, plutôt que migrer. Dans les zones pilotes, les ingénieurs locaux jouent un rôle tout aussi central. Formés à l'usage de systèmes d'irrigation hybrides et d'outils de cartographie numérique,
Ils traduisent la technologie importée en pratiques adaptées au sol sahélien. L'impact est rapide. Une meilleure gestion de l'eau réduit les pertes, stabilise les rendements et rend les cycles agricoles plus prévisibles. Pour des communautés habituées à l'incertitude climatique, cette prévisibilité vaut presque autant que l'augmentation des volumes. Un deuxième microcas se dessine dans les marchés urbains. À Ouagadougou, la baisse des prix du riz importé, concurrencé par la production locale, soulage les ménages à faible revenu. Le pacte produit ainsi un effet en chaîne. Ce qui commence dans un champ se répercute dans les assiettes et les budgets. Ces impacts précoces expliquent pourquoi le discours politique trouve un écho rapide. Sans multiplier les annonces, les autorités s'appuient sur des résultats visibles pour légitimer la stratégie. Le projet cesse d'être abstrait. Il devient concret, mesurable et surtout approprié par ceux qui en vivent les premiers effets. En quelques mois, la question n'est plus de savoir si le pacte est symbolique, mais jusqu'où ces transformations locales peuvent se diffuser. Avant le pacte, la trajectoire était connue et presque routinière. Le Burkina Faso importait l'essentiel de son riz, réglait la facture par l'emprunt, puis ajustait son budget sous contrainte. Après la signature, le calendrier s'inverse. Les investissements arrivent d'abord sur le terrain, les infrastructures se déploient et les premières récoltes précèdent toute discussion sur le financement extérieur. Ce simple renversement marque le déclencheur. La première phase est technique. L'Inde fournit des systèmes d'irrigation hybrides combinant pompes solaires et gestion numérique de l'eau. Le Vietnam envoie des variétés de semences sélectionnées pour doubler les rendements dans des sols comparables. Les États de l'Alliance AES ouvrent l'accès à 14 millions d'acres et accordent des corridors logistiques détaxés. À ce stade, l'opération reste discrète, presque administrative. Peu de déclarations, peu d'images spectaculaires. La montée en intensité commence lorsque les fermes pilotes livrent leurs résultats. Les chiffres circulent d'abord dans des notes internes, puis dans les radios locales. Des rendements supérieurs aux attentes, des emplois agricoles annoncés et une réduction projetée de 40% des importations alimentaires à moyen terme. Ce sont ces données qui transforment l'initiative en sujet politique. Les marchés financiers et les institutions internationales commencent à réagir non pas à un discours, mais à une trajectoire mesurable. Le climax survient avec les premières expéditions symboliques. Des camions chargés de riz local quittent les zones de production sous escorte, filmés par les télévisions nationales. Lors d'une cérémonie publique, Ibrahim Traoré tient un bol de riz cultivé localement et le présente comme une nouvelle monnaie. Le geste est calculé. Il relie une politique macroéconomique à un objet quotidien, compréhensible par tous. À partir de ce moment, les répliques se multiplient. Des notes internes d'institutions financières mettent en garde contre un risque de déséquilibre macroéconomique. Des médias occidentaux parlent de nationalisme économique. Dans le même temps, sur le terrain, les coopératives se structurent et les marchés s'ajustent. Les prix évoluent, les stocks communautaires se remplissent et les volontaires protègent les entrepôts. La séquence révèle un décalage croissant entre deux lectures. À l'extérieur, le pacte est évalué comme une menace potentielle pour des cadres établis. À l'intérieur, il est vécu comme une normalisation tardive. Produire, transformer et consommer localement. Ce contraste alimente la tension centrale du projet. Plus les récoltes deviennent visibles, plus les réactions s'intensifient. En quelques mois, la dynamique est claire. Ce qui avait commencé comme un accord agricole s'est transformé en point de bascule politique où chaque sac de riz pèse autant que les déclarations diplomatiques. La question n'est plus ce qui s'est déclenché, mais jusqu'où cette montée peut aller sans retour en arrière.
Avant le pacte, la situation de référence était stable mais contraignante. Le Burkina Faso dépendait largement des importations de riz financées par l'endettement et s'exposait aux variations des prix mondiaux. Après le lancement des projets pilotes, les premiers écarts apparaissent nettement. Les rendements observés dépassent les projections initiales de 60%, un delta suffisamment élevé pour modifier les hypothèses budgétaires à court et moyen terme. Ce saut ne relève pas d'une estimation politique, mais de mesures effectuées sur des parcelles suivies par des équipes dans les techniques locales et partenaires. Un deuxième indicateur clé concerne l'emploi. Le plan annonce 2,6 millions de nouveaux emplois répartis entre agriculture, transformation et logistique. Pris isolément, le chiffre peut sembler optimiste. Rapporté à l'ampleur des surfaces engagées et à la création d'usines de transformation publiques ou coopératives, il traduit surtout un changement de structure. L'agriculture cesse d'être un secteur de subsistance pour devenir une chaîne de valeur complète. Chaque emploi agricole génère des besoins annexes en transport, maintenance, données et gestion. Le troisième chiffre central est la réduction projetée de 40% de la facture d'importation alimentaire sur 5 ans. Ce pourcentage, souvent cité, mérite une lecture précise. Il ne signifie pas une autosuffisance immédiate, mais un allègement progressif de la balance des paiements. En clair, moins de devises sortantes pour l'achat de riz et davantage de marge budgétaire pour l'irrigation, la recherche semencière et les infrastructures locales. Une phrase suffit pour en saisir la portée. Chaque point de réduction d'importation libère des ressources auparavant captives du service de la dette. Ces chiffres explique pourquoi certaines institutions ont réagi rapidement. Une note interne attribuée au FMI évoque une baisse potentielle de 2,3 milliards de dollars des décaissements vers les pays du Sahel d'ici 2026 si les objectifs sont atteints. Là encore, le nombre n'est pas anodin. Il matérialise la relation inverse entre production locale et besoin de financement externe. Plus la base productive s'élargit, moins le levier du crédit conditionnel et CCT nécessaire. Ibrahim Traoré s'appuie précisément sur cette lecture lorsqu'il défend le pacte. Il ne conteste pas les chiffres internationaux, il en propose une autre interprétation. Les mêmes données, qui signalent un risque pour certains prêteurs, deviennent, vues de Ouagadougou, un indicateur de souveraineté retrouvée. La logique est arithmétique avant d'être idéologique. Pris ensemble, ces éléments dessinent une cohérence. Rendement en hausse, emploi distribué sur toute la chaîne, importation en baisse et ajustement mécanique des flux financiers. Aucun chiffre ne prouve à lui seul la réussite finale du pacte, mais leur alignement réduit l'espace du doute. Ce n'est plus une promesse abstraite, c'est une trajectoire chiffrée. La question ouverte plus tôt trouve ici une réponse partielle. Si la dépendance recule, ce sont d'abord les mécanismes de contrôle liés au crédit qui perdent de leur centralité. Reste à savoir comment cette dynamique résistera aux pressions à venir. Les critiques du pacte avancent d'abord un argument de stabilité macroéconomique. Selon eux, une montée rapide de la production agricole, financée hors des circuits traditionnels, risque de déséquilibrer les cadres budgétaires existants. Il souligne que les importations alimentaires, bien que coûteuses, s'inscrivaient dans des accords prévisibles soutenus par des lignes de crédit et des mécanismes d'assurance. Remplacer ces flux par une production locale expose, à court terme, à des chocs de trésorerie, notamment si les récoltes varient ou si les prix régionaux mais chutent. Un second argument concerne la crédibilité financière. Certains analystes estiment que s'éloigner des institutions de prêt peut dégrader la perception du risque pays. Une baisse des notations de crédit renchérirait les coûts d'emprunt pour d'autres secteurs, comme les infrastructures ou la santé.
Dans cette lecture, la souveraineté alimentaire ne compense pas nécessairement la perte d'accès à des financements internationaux à faible coût, surtout pour un État aux marges budgétaires limitées. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des précédents observés ailleurs. Cependant, les données disponibles permettent une réponse nuancée. Le pacte ne supprime pas brutalement les importations ni les relations financières. Il les réduit progressivement en fonction de gains mesurables de productivité. La baisse projetée de 40% s'étale sur plusieurs années, précisément pour amortir les ajustements. De plus, l'investissement dans l'irrigation et la transformation vise à stabiliser les rendements, réduisant la volatilité qui alimente les chocs redoutés. Sur la crédibilité financière, le raisonnement inverse apparaît. Une économie capable de réduire sa facture d'importation et d'élargir sa base productive améliore, à moyen terme, sa capacité de remboursement global. Ibrahim Traoré insiste sur ce point lorsqu'il présente la production comme un actif, non comme une rupture idéologique. Les chiffres suggèrent que la dépendance au crédit n'est pas supprimée mais reconfigurée. En somme, les critiques identifient donc des risques réels, mais ils sous-estiment l'effet cumulatif d'une production maîtrisée. Le débat ne porte donc pas sur le danger en soi, mais sur le rythme et la gouvernance de la transition. Ce point de bascule ne se situe ni dans un discours officiel, ni dans une réaction extérieure, mais dans la manière dont le pacte est désormais perçu à l'intérieur du pays. Au départ, le projet était présenté comme une option parmi d'autres, soumise à des validations techniques et financières. À mi-parcours, il devient une référence implicite, un cadre à partir duquel les décisions sont prises. La question n'est plus de savoir s'il faut continuer, mais comment organiser la suite. Cette inflexion se voit dans les comportements. Les coopératives se multiplient plus vite que les procédures administratives ne peuvent les enregistrer. Les collectivités locales réorientent spontanément des ressources vers le stockage et la transformation. Même les débats politiques changent de tonalité. Là où l'on discutait d'auparavant de conditions d'aide, on parle désormais de capacité, de rendement et de chaîne de valeur. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme l'initiateur que comme le point d'alignement. Son rôle n'est plus d'annoncer, mais de maintenir une cohérence entre les résultats observés et le récit national. Cette cohérence explique pourquoi les tentatives de disqualification externe ont un impact limité. Elles arrivent trop tard, lorsque le changement est déjà incorporé dans les pratiques. À ce stade, le pacte cesse d'être défensif. Il devient offensif au sens stratégique. Produire d'abord, négocier ensuite. Cette inversion modifie durablement la position de l'État et prépare les conséquences concrètes qui se déploient au-delà des champs. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire. La réduction progressive des importations alimentaires allège la pression sur les réserves de devises et ouvre des marges de manœuvre inédites. Une partie des ressources auparavant consacrées au service de la dette est redirigée vers l'irrigation, la recherche semencière et les infrastructures de transformation. Ce redéploiement n'est pas seulement comptable. Il modifie la hiérarchie des priorités publiques en plaçant la production locale au cœur de la planification. Pour les administrations, cela signifie aussi une montée en compétences. Gérer des chaînes agricoles complexes exige des capacités techniques différentes de la gestion de programmes d'aide. Du côté des entreprises, le pacte crée un environnement nouveau. Les acteurs privés locaux, longtemps cantonnés à la distribution ou à l'importation, trouvent un espace dans la transformation, le stockage et la logistique. Les usines prévues, détenues par l'État ou par des coopératives, stimulent un tissu de sous-traitants et de services annexes. À court terme, certaines entreprises liées à l'importation subissent une contraction.
À moyen terme, un écosystème productif plus diversifié commence à émerger, moins dépendant des fluctuations extérieures. Pour les ménages, l'effet est plus immédiat et plus visible. La baisse des prix du riz importé, sous l'effet de la concurrence locale, améliore le pouvoir d'achat des familles urbaines. Dans les zones rurales, l'augmentation des rendements sécurise les revenus et réduit l'incitation à l'exode. Le pacte agit ainsi sur deux fronts. Il stabilise l'accès à l'alimentation et renforce la capacité des ménages à se projeter dans le temps. Ces gains, bien que modestes individuellement, s'additionnent à l'échelle nationale. À l'échelle régionale, les retombées dépassent donc les frontières. Les premières exportations vers des pays voisins signalent une recomposition des échanges en Afrique de l'Ouest. L'alliance AES se positionne non plus comme un marché captif, mais comme un pôle producteur. Cette évolution suscite à la fois des opportunités et des tensions, car elle remet en cause des équilibres commerciaux établis. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension lorsqu'il évoque une coopération fondée sur la production plutôt que sur l'assistance. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité nouvelle. L'État ajuste ses budgets, les entreprises reconfigurent leurs activités, les ménages gagnent en sécurité et la région observe un centre de gravité qui se déplace. La promesse du pacte n'est plus théorique, elle se manifeste dans des décisions quotidiennes, des prix affichés et des flux commerciaux réels. C'est à ce niveau concret que se mesure désormais la portée du changement. Dans le scénario de base, la trajectoire actuelle se poursuit sans accélération brutale. Les rendements restent supérieurs aux niveaux antérieurs, mais la montée en charge se fait par paliers. Les importations reculent progressivement, sans disparaître, et les ajustements budgétaires s'étalent sur plusieurs exercices. Dans cette configuration, l'État consolide les infrastructures, améliore la coordination administrative et absorbe les frictions initiales. Si cette continuité se maintient, alors le pacte s'installe comme une politique publique durable, intégrée aux cadres existants plutôt que vécue comme une rupture permanente. Le scénario optimiste repose sur un enchaînement favorable. Si les gains de productivité se stabilisent, que les coopératives renforcent leur gouvernance et que les capacités de transformation suivent, alors l'effet de levier s'amplifie. Les exportations régionales augmentent, les revenus agricoles se diffusent vers les services et l'industrie alimentaire, et la balance des paiements s'améliore plus vite que prévu. Dans ce cas, le pacte devient un modèle reproductible susceptible d'inspirer d'autres filières et d'autres pays. La souveraineté alimentaire sert alors de socle à une diversification économique plus large. Le scénario le plus contraignant part d'une hypothèse inverse. Si des pressions externes se traduisent par des restrictions commerciales, des hausses de coûts logistiques ou des retards de financement, la dynamique peut ralentir. Les récoltes demeurent, mais leur valorisation devient plus difficile. Dans cette situation, l'État doit arbitrer entre protection du marché intérieur et maintien de relations commerciales stables. Le risque n'est pas l'échec agricole, mais l'isolement économique partiel. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne ramène la situation à l'état antérieur. Même dans le scénario défavorable, la production locale reste un acquis. C'est ce constat qui oriente la réflexion stratégique. Ibrahim Traoré insiste sur cette logique conditionnelle. Si la production est protégée et mesurée, alors la négociation change de nature. La question centrale n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de comprendre le cadre de décision. Si produire devient la base, alors chaque choix, budgétaire ou diplomatique, se fait à partir d'un socle plus solide. C'est cette inversion, plus que le scénario retenu, qui définit le moment présent. À ce stade, le pacte n'est plus seulement une affaire d'institutions ou de statistiques nationales. Il se traduit par des effets concrets qui touchent différents groupes de manière distincte.
Pour les citadins à revenus modestes, la stabilisation des prix du riz réduit une source majeure d'insécurité quotidienne. Manger devient moins dépendant des variations extérieures et le budget alimentaire cesse d'être la variable d'ajustement permanente. Cette prévisibilité, souvent invisible, change la façon de planifier le mois, l'année, voire l'avenir. Pour les habitants des zones rurales, l'impact est plus structurel. L'augmentation des rendements et l'accès à des débouchés locaux renforcent la valeur du travail agricole. Le pacte redonne une attractivité à des métiers longtemps dévalorisés, en particulier pour les jeunes. Rester n'est plus synonyme d'échec, partir n'est plus la seule option. Ce basculement social est lent, mais il s'enracine dans des décisions familiales répétées. Du point de vue du citoyen attentif aux choix publics, l'expérience pose une question plus large. Que se passe-t-il lorsqu'un État investit d'abord dans la production plutôt que dans la gestion de la pénurie? Le pacte offre un cas observable avec ses réussites et ses limites. Il permet de juger une politique non sur ses intentions, mais sur ses effets mesurables. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère plus que comme un héros. Son rôle consiste à maintenir un cap lisible afin que les résultats puissent être évalués par tous. Pour le spectateur, l'enjeu est moins d'adhérer à un discours que de comprendre un mécanisme. Produire localement modifie les marges de choix individuels et collectifs. Deux gestes de simples découlent de cette lecture. Suivre les données plutôt que les slogans et observer comment les décisions économiques se traduisent dans la vie ordinaire. C'est à ce niveau que le pacte prend tout son sens. La première étape consiste à consolider ce qui existe déjà. Cela passe par la stabilisation des systèmes d'irrigation, la maintenance des équipements solaires et la formation continue des équipes locales. Sans cette base technique, les gains de rendement risquent de s'éroder. L'indicateur clé à suivre reste simple: la régularité des récoltes sur plusieurs cycles plutôt que des pics isolés. La deuxième étape concerne la transformation. Construire et faire fonctionner des usines locales détenues par l'État ou par des coopératives permet de capter davantage de valeur sur place. Le critère de succès n'est pas seulement le volume transformé, mais la capacité à écouler ces produits sur des marchés régionaux stables. C'est ici que la logistique et les accords commerciaux prennent toute leur importance. La troisième étape touche à la gouvernance. Pour éviter les dérives, les mécanismes de décision doivent rester transparents et mesurables. Publier régulièrement des données sur les rendements, les coûts et les prix contribue à maintenir la confiance. Ibrahim Traoré insiste sur ce point lorsqu'il évoque la vérité comme outil de défense face aux rumeurs et aux pressions. Une quatrième étape, souvent sous-estimée, est l'inclusion sociale. Soutenir les coopératives dirigées par des femmes et intégrer les jeunes dans les chaînes de valeur renforce la légitimité du projet. L'indicateur ici est la répartition des bénéfices, non leur seule accumulation. Enfin, la cinquième étape est diplomatique. Maintenir des canaux ouverts avec les partenaires financiers et commerciaux, tout en affirmant la priorité de la production locale, permet de réduire les frictions. La feuille de route ne promet pas l'absence de conflits, mais une capacité accrue à les gérer. Cette succession d'étapes ne garantit pas le succès automatique. Elle offre en revanche un cadre d'action lisible où chaque décision peut être évaluée à l'aune d'objectifs concrets plutôt que de déclarations abstraites. Le rappel revient à une image simple, presque silencieuse, déjà vue plus tôt: un agriculteur tenant une poignée de riz local, sans discours, sans mise en scène. Ce geste résume mieux que n'importe quel tableau chiffré ce qui est en train de se jouer. Le pacte n'a pas transformé une idéologie en récolte, il a transformé un sol longtemps jugé improductif en preuve tangible de capacité. Avec le temps, cette image s'est imposée dans l'espace public. Elle circule dans les marchés, dans les radios locales, dans les discussions ordinaires. Elle fonctionne comme un rappel constant que la souveraineté n'est pas une abstraction juridique mais une pratique répétée.
Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité en liant chaque annonce à un résultat observable, chaque promesse à un indicateur concret. Ce qui touche ici n'est pas la confrontation, mais la normalité retrouvée. Produire pour se nourrir cesse d'être un objectif héroïque pour devenir une attente légitime. Cette bascule émotionnelle est décisive car elle ancre le projet au-delà des cycles politiques. La phrase qui s'impose alors est courte et stable. Une nation qui se nourrit se tient droite. Elle ne ferme pas le débat, mais elle fixe un point d'équilibre. À partir de là, les discussions sur la dette, l'aide ou les alliances changent de tonalité. Elles ne partent plus du manque, mais de la capacité démontrée. À ce point du récit, le pacte du riz n'appelle pas une adhésion automatique, mais une réflexion partagée. Il invite à regarder autrement des choix longtemps présentés comme techniques ou inévitables. Derrière les hectares irrigués et les rendements, une question persiste. Comment une société redéfinit-elle ses priorités quand elle démontre qu'elle peut produire l'essentiel par elle-même? Ibrahim Traoré ne clôt pas ce débat, il l'ouvre en ramenant la discussion vers des faits observables. Il laisse à chacun la possibilité d'évaluer, de comparer, de douter ou d'approuver. C'est précisément cette ouverture qui donne au projet sa portée au-delà du Burkina Faso. Pour le spectateur, l'invitation est simple. Observer ce qui suit, suivre les données plutôt que les réactions immédiates, et comparer ce cas à d'autres expériences dans le monde. Si produire change la position de négociation, alors la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un paramètre. La discussion reste ouverte. Qu'est-ce qui, selon vous, marque réellement le moment où un pays reprend la main? Les discours, les chiffres ou les pratiques quotidiennes?